En 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Digne depuis 1806. Bienvenue à vous qui êtes les héritiers d'un grand héritage, la culture occidentale. Je vous propose d'en découvrir ou d'en redécouvrir quelques pépites dans cette série consacrée à 10 chefs-d'œuvre de la littérature française. Dans cet épisode, vous l'avez peut-être reconnu dans ce que j'ai lu, nous parlerons de l'immense roman de l'immense Victor Hugo, Les Misérables. Alors, franchement, 10 minutes, je ne vais pas pouvoir vous raconter ni Hugo ni son œuvre, mais simplement peut-être quelques instantanés, quelques coups de pinceau pour vous donner envie du tableau d'ensemble. Alors, Victor Hugo, l'homme du 19e siècle, il naît en 1802, il meurt en 1885. Victor Hugo, l'homme complet, époux d'Adèle Fouché et amant pendant 30 ans de Juliette Drouet, père de 4 enfants et marqué au fer rouge par la mort de sa fille Léopoldine, puis grand-père attendri, serviteur de l'État comme député au début de la Deuxième République en 1848, mais chef de file de l'opposition à Napoléon III depuis sa terre d'exil à Guernesey, et de retour en France, donc après la chute de Napoléon le Petit, comme il disait, en 1870, pour être de nouveau porte-parole du peuple sous la Troisième République. Donc vraiment un monument de la vie française de son temps, qui le voit accompagné par une foule immense dans les rues de Paris lors des funérailles nationales qui lui sont offertes par la République. Et puis, Victor Hugo, l'artiste total, tous les genres, tous les registres, menant la révolution romantique au théâtre avec Hernani, Ruy Blas, Lucrèce Borgia, poète lyrique incomparable dans les contemplations, une veine épique dans les châtiments, et dans la légende des siècles surtout, c'est plutôt une plume acerbe dans les châtiments. Un romancier de génie, avec Notre-Dame de Paris, 93, l'indépassable Les Misérables, évidemment. Voilà, l'hyperbole, l'exagération, c'est vraiment la figure de style qui convient le mieux à notre Victor Hugo. Et il faut, à vrai dire, au moins cela pour celui qui donne pour mission au poète, à l'écrivain, d'être le guide des hommes vers le progrès spirituel et moral et social. Alors, quelques mots sur Les Misérables. Le roman donc, paraît en 1862. Donc, Hugo a 60 ans, il est en pleine maîtrise de son art, mais il a démarré l'écriture de ce roman 15 ans avant. Et c'est vraiment une pièce centrale de son combat contre la misère et l'injustice sociale. Alors, l'intrigue en est touffue, vous voyez un peu le pavé. Je ne vais pas vous la raconter, mais puisqu'en fait tout le monde connaît un petit peu, je vous propose un petit rafraîchissement autour des grands personnages de cette fresque. En fait, le cœur du roman, c'est le personnage de Jean Valjean, forçat remis en liberté, qu'on trouve aux premières pages, pardonné par le fameux évêque de Digne, Monseigneur Bienvenu Myriel, qui lui donne une chance. La chance de démarrer un destin nouveau pour faire le bien. Seulement, face à ce regard d'amour et d'espérance, qui fait d'ailleurs pleurer Valjean, le passé va s'acharner à se rappeler sous les traits du commissaire Javert. Donc lui, dès le début, on l'aime pas. C'est assez bien fait, les gentils et les méchants chez Victor Hugo. Et donc, ce Javert va régulièrement dans le roman être sur le point de capturer Jean Valjean, qui à chaque fois, par des aventures tout à fait romanesques, il faut bien le dire, parvient à lui échapper. Et cela se fait au prix de plusieurs changements d'identité. Donc on a d'abord Jean Valjean qui est Monsieur Madeleine, donc à Montreuil-sur-Mer, là où il dirige une usine. Voilà, c'est un homme de bien, il a fait fortune, il est le maire de la ville. Et on a ici 2 personnages importants, Fantine, une ouvrière pauvre, et sa fille Cosette. Et quand Fantine meurt, Monsieur Madeleine lui promet de prendre soin de sa fille. Cosette est en pension chez les Thénardier, eux aussi ce sont des vilains, ils maltraitent Cosette. Et donc Jean Valjean emmène Cosette à Paris où ils vivent plusieurs années. Lui, à ce moment-là, c'est Monsieur Leblanc et elle, c'est sa fille. Là, on rencontre Marius, donc amoureux de Cosette, et on rencontre aussi Gavroche, gamin de Paris abandonné de ses parents, qui ne sont autres que les Thénardier. Voilà, donc piège, sauvetage, emprisonnement des Thénardier par Javert, et puis Valjean s'échappe. Troisième changement d'identité, Valjean est maintenant Fauchelevent, il habite rue Plumet à Paris, toujours avec Cosette. Et on a à ce moment-là un espèce de point d'orgue du roman qui rassemble un petit peu tout le personnel romanesque, on peut dire, sur une barricade durant les émeutes de juin 1832. Et donc dans cet épisode, Gavroche et sa sœur Éponine meurent. Javert est également présent et il échappe de justesse aux émeutiers grâce à Valjean Fauchelevent. Et puis Fauchelevent donc, emporte dans les égouts Marius qui est grièvement blessé. Et c'est là, dans les égouts, que Javert sauve à son tour la vie à Valjean,
avant de se jeter dans la Seine dans une espèce de crise de folie. Voilà, on a encore quelques rebondissements poignants et pathétiques qui nous conduisent au terme du roman, à la mort de Valjean, donc dans les bras de Cosette, arrivée juste à temps pour qu'il rende son dernier souffle tranquille et heureux. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur l'écriture de ce roman. On peut notamment parler du réalisme pour décrire les quartiers populaires, les barricades, la misère. Il y a les différents niveaux de langue aussi selon la position sociale des personnages. On pourrait aussi parler de la dramatisation en fait, du récit. Il y a des espèces de coïncidences invraisemblables, mais en fait qui donnent de la cohérence à l'intrigue. Et puis aussi des scènes qui sont des morceaux d'anthologie. La mort de Fantine, la bataille de Waterloo, la mort de Gavroche. D'autres, voilà. Donc il y a des scènes comme ça vraiment uniques, et puis d'autres épisodes qui sont très concentrés. Donc c'est vraiment évidemment un roman dont on ne se lasse absolument pas. Et puis ces choix d'écriture, en fait, ils sont mis au service d'une volonté très claire et très marquée de la part de Hugo de dénoncer l'injustice sociale et en fait toute forme d'oppression. Valjean a été condamné au bagne pour un délit mineur, un vol de pain. Voilà ce qu'on lit. Jean Valjean était entré au bagne, sanglotant et frémissant. Il en sortit impassible. Il y était entré désespéré. Il en sortit sombre. Et quand il a purgé sa peine, il se trouve exclu du monde du travail en raison de son passeport jaune, marque donc qu'il est un ancien prisonnier. Et de même, Fantine se prostitue parce qu'elle ne peut pas payer les Thénardier qu'il exploite en faisant du chantage sur la petite fille Cosette, pour laquelle évidemment la jeune mère donnerait tout. Pourtant, d'autres manières sociales existent, comme le suggère Hugo à travers la figure de Monsieur Madeleine, qui fait profiter tout le monde de la fortune acquise dans son entreprise. Donc, sur ce sujet, comme sur quelques autres dans le roman, Hugo a clairement un objectif de démonstration qui justifie en fait de nombreuses digressions dans le roman. On s'écarte un peu du récit pour réfléchir aux fonctionnements sociaux, au régime politique, aux mécaniques psychologiques un peu aussi. Sur le fond, en fait, ce récit, c'est celui d'une lutte où s'affrontent le bien et le mal. Je m'amusais tout à l'heure à dire que dans Les Misérables, les méchants sont vraiment très très méchants. Mais face à Javert et aux Thénardier, le parcours de Jean Valjean, c'est vraiment celui d'une sorte de saint laïque qui va se sacrifier pour sauver Cosette. Et en fait, au prix d'un véritable combat intérieur. Et remarquable est à ce titre le passage qui est justement intitulé « Une tempête sous un crâne ». Donc à ce stade, Valjean est Monsieur Madeleine et il a un dilemme à résoudre puisque un autre que lui est accusé d'être l'ancien forçat. Donc va-t-il se dénoncer pour sauver un innocent, donc en perdant de ce fait tout ce qu'il a réussi à construire, fortune, position sociale, paix intérieure aussi. Écoutons un peu Hugo parce que quand même il y a cette manière de raconter vraiment inimitable et tellement reconnaissable. Le lecteur a sans doute deviné que Monsieur Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Nous avons déjà regardé dans les profondeurs de cette conscience. Le moment est venu d'y regarder encore. Nous ne le faisons pas sans émotion et sans tremblement. Il n'existe rien de plus terrifiant que cette sorte de contemplation. L'œil de l'esprit ne peut trouver nulle part plus d'éblouissement ni plus de ténèbres que dans l'homme. Il ne peut se fixer sur aucune chose qui soit plus redoutable, plus compliquée, plus mystérieuse et plus infinie. Il y a un spectacle plus grand que la mer, c'est le ciel. Il y a un spectacle plus grand que le ciel, c'est l'intérieur de l'âme. Et un peu plus tard, je passe à un petit passage, nous n'avons que peu de choses à ajouter à ce que le lecteur connaît déjà de ce qui était arrivé à Jean Valjean depuis l'aventure de Petit Gervais. À partir de ce moment, on l'a vu, il fut un autre homme. Ce que l'évêque avait voulu faire de lui, il l'exécuta. Ce fut plus qu'une transformation, ce fut une transfiguration. Il vécut paisible, rassuré et espérant, n'ayant plus que deux pensées, cacher son nom et sanctifier sa vie, échapper aux hommes et revenir à Dieu. Or, à cette étape de l'intrigue, ces deux pensées qui absorbent son existence ne sont plus conciliables. Face à lui, tranchante l'alternative entre le bonheur et la vertu. Rentré dans sa chambre, il se recueillit. Il examina la situation et la trouva inouïe. Tellement inouïe qu'au milieu de sa rêverie, par je ne sais quelle impulsion d'anxiété presque inexplicable, il se leva de sa chaise et ferma sa porte au verrou. Il craignait qu'il n'entrât encore quelque chose. Il se barricadait contre le possible. Un moment après, il souffla sa lumière, elle le gênait. Il lui semblait qu'on pouvait le voir. Qui? On. Hélas, ce qu'il voulait mettre à la porte était entré, ce qu'il voulait aveugler le regardait, sa conscience. Sa conscience, c'est-à-dire Dieu. Voilà, et puis s'ensuit 15 pages de réflexion intérieure, de tiraillement. On sait, n'est-ce pas, c'est vraiment les cas de conscience, on n'y échappe guère au cours d'une existence. Mais ici, évidemment, tout est magnifié, grandi, amplifié.
C'est vraiment la dimension épique qui teinte tous les aspects du roman, et pas simplement les récits de combat, Waterloo ou les barricades parisiennes, mais aussi les combats intérieurs. Et voici comment s'achève le chapitre. Ainsi se débattait sous l'angoisse cette malheureuse âme. 1800 ans avant cet homme infortuné, l'être mystérieux en qui se résument toutes les saintetés et toutes les souffrances de l'humanité, avait aussi, lui, pendant que les oliviers frémissaient au vent farouche de l'infini, longtemps écarté de la main l'effrayant calice qui lui apparaissait ruisselant d'ombre et débordant de ténèbres dans des profondeurs pleines d'étoiles. Tout est grandiose dans ce roman. Il faut décider de lire Les Misérables à un moment choisi de sa vie, dédié, comme on fait quand on part sur le chemin de Compostelle ou découvrir un pays dont on rêve depuis l'adolescence. Quelque chose de précieux à avoir vécu dans sa vie. Bonne lecture.